ciao et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, du design, de la culture, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent le mieux, ce sont les étrangers, non? Natürlich. Le printemps, c'est un grand magasin et toute une histoire. Aujourd'hui, on oublie le shopping et on se plonge dans le roman de ce lieu incontournable. Cet homme passe sa vie dans les hôtels de luxe. Quelle chance! Jean-Philippe Nuel les transforme, les agences, les décors avec talent. Quand Version Française tourne le remake de Bienvenue chez les Ch'tis, ça donne une visite guidée, trendy et toujours sympathique de l'île. Archi-couture, organique et effortless, décryptage de la mode éminemment moderne et séduisante d'une créatrice audacieuse, Christine Fung. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. C'est pas toujours un cadeau de faire un cadeau commun. Sur le site Waterboon, avant de mettre en commun les sous pour l'acheter, amis, famille proposent des idées et choisissent ensemble le cadeau qui fera vraiment plaisir. Pour peu que votre ami ait fait une wishlist sur le site avec ses envies du moment, vous serez sûr de ne pas vous planter. Et non, un yucca n'est jamais une bonne idée. Invité par François Ier, Léonard de Vinci a passé les 3 dernières années de sa vie au château du Clos Lucé près d'Amboise. Déjà à l'époque, c'était un super spot que l'artiste et inventeur avaient su rendre très festif. Tout comprendre de l'œuvre du génie, découvrir une demeure délicieuse et des jardins étonnants, royal. Dis-moi ce que tu portes, je dirais qui tu es. Sabots ou escarpins, slim ou baggy, Isabelle Oziol de Pignol en apprend plus en observant les prescripteurs de la mode qu'en lisant leur CV. Be Hype est un livre tendre et souriant dans lequel la blogueuse a réuni ses portraits pointus comme des stilettos. Et non, la blonde en page 114 avec ce sac ridicule, c'est pas moi. Ceux du second degré, les caleçons très mat de la marque Parachute sont d'une taille tout à fait raisonnable. Ce qui les différencie, c'est le système intégré dans ce sous-vêtement et qui permet de soutenir ce qu'il faut soutenir et de garder le tout à la bonne température, voilà. Mais c'est aussi l'univers visuel produit par les amis créatifs de Mathieu et Baptiste, les fondateurs de la marque. Oui, c'est très joli. Si vous levez le nez des rayons au printemps, vous découvrez la magnifique coupole. Et si vous nous suivez maintenant, c'est tous les autres trésors secrets et le savoir-faire de cette maison plus que centenaire que vous allez découvrir. Il est au cœur de Paris, il est imposant, il est inscrit au monument historique. Ses coupoles, ses vitrines, nous le connaissons tous, le printemps. Mais que se passe-t-il vraiment derrière ces façades pour faire du printemps un lieu d'exception? Nous avons rencontré les artisans de la maison. De l'extérieur, le premier contact que l'on a avec le magasin se fait au travers des vitrines. Un univers à part né de la créativité de David Molière. Sur les vitrines, on travaille environ 6 mois à l'avance, où on commence à créer les concepts qui vont être en vitrine. Et au fur et à mesure du temps, il y a différentes phases. Il y a le développement, la production, et après, l'installation. Et en fait, toute l'équipe au printemps... on gère l'ensemble du dispositif du début jusqu'à la fin. Toute l'équipe, c'est 5 personnes, plus des prestataires extérieurs. La décoration est un point d'orgue de l'image de l'enseigne. Et Benoît Laumalier s'occupe, lui, de l'atrium. Au cœur du magasin, c'est un espace dédié qui se renouvelle environ tous les 2 mois. Il faut donc beaucoup d'idées et une main-d'œuvre efficace. Tous les 2 mois, on révise ce lieu, on recommence d'une page blanche. On recrée tout à chaque fois. Ce sont des murs qui font 12 mètres de haut avec une coordination du tonnerre. L'espace est relativement petit au sol, donc il faut que tout le monde se coordonne. On commence par les murs, ensuite on continue sur ce qui est suspendu et on finit par tout ce qui se passe au sol. Voilà. Benoît et son équipe opèrent ces changements colossaux la nuit. On perce, on peint, on visse, on monte. C'est comme dans un bel hôtel ou un palace, on arrive, on se réveille le matin, tout est différent de la veille en fait. C'est la même chose ici au printemps, on a vraiment cette idée de réserver des surprises à nos clients. Le printemps, c'est un lieu prestigieux, mais c'est aussi une histoire. Xavier Gonnemet est sans doute celui qui en parle le mieux. En fait, l'idée du grand magasin au départ, c'est d'offrir des services très haut de gamme, des services de luxe à tout un chacun. Dès l'ouverture, on avait un service de livraison à domicile avec toute une écurie de chevaux qui permettait de livrer partout en région parisienne. On avait aussi à l'époque un service extrêmement VIP dans son idée. C'était un salon de lecture, un service qui était extrêmement haut de gamme, qui était accessible à tous nos clients. Et aujourd'hui, on propose un service de personal shopper qui permet de bénéficier d'une séance de shopping avec un expert de la mode et qui va proposer des tenues adaptées à chacune de nos clientes. Et donc c'est ce type de service qu'on développe de plus en plus et qui sont
de plus en plus dans une relation finalement one-to-one avec nos clients, extrêmement personnalisée. Aujourd'hui, le monde a évolué et les attentes des clients ont changé. Le métier de personal shopper est tout un art. Non contents de maîtriser les tendances sur le bout des doigts, ils savent surtout s'adapter. Donc ça commence toujours par un premier rendez-vous, on fait connaissance avec le client. On rentre assez vite en fait dans l'intimité du client. Donc il y a un lien qui va se créer et on essaye de leur faire vivre un moment d'exception et un moment, une expérience plus qu'un simple acte d'achat, que ce soit dans le magasin, avec des attentions qui peuvent être leur envoyer un chauffeur pour venir les chercher à leur hôtel ou alors dans leur pied-à-terre, les emmener vous visiter des ateliers d'exception, les emmener visiter des manufactures en Suisse, il y a des défilés de mode, on se déplace, on peut même aller à l'étranger, voir des clients pour leur présenter des pièces. On n'a pas de limite, on essaie toujours de surprendre le client et c'est vraiment la partie la plus intéressante, toujours les surprendre en leur faisant vivre des moments uniques, exceptionnels, très français, ou en tout cas on axe toujours ces moments-là sur le savoir-faire, l'artisanat. L'artisanat qui permet la création des pièces qu'on leur propose, mais surtout le mode de vie à la parisienne. Une fois qu'un client est connu, il peut s'en remettre au personal shopper, qui constituera une garde-robe en fonction de ses besoins et de ses goûts avec habileté. Quand elle vient à Paris ou quand elle fait une escale à Londres, ensuite Paris, elle arrive vraiment avec des tout petits bagages et elle repart avec des gros bagages. Donc ce qui se passe, c'est que ici elle a besoin d'avoir toutes les pièces dont elle aura besoin pendant son séjour. Elle me contacte, elle veut savoir quel temps il fait, donc par rapport à ça, moi aussi je sais que dans tant de jours elle va être à Londres, donc je vais optimiser pour des pièces qui seront confortables pendant cette période-là. Personal shopper, c'est un art, mais c'est aussi du sport. Ce sont aussi tous les artisans de ce grand magasin qui font du printemps un lieu magique. Les hôtels qu'il décore sont impressionnants et lui doivent beaucoup de leur succès. Jean-Philippe Nuel est un décorateur talentueux et discret. Il nous a pourtant ouvert les portes de son agence. Jean-Philippe Nuel est un homme discret. Il est pourtant l'un des architectes les plus talentueux de notre époque. Attaché au respect du patrimoine, il a fait des projets d'hôtels de luxe sa principale activité, à l'instar du Radisson à Nantes ou du 5 Codet à Paris, qui en sont de beaux exemples. L'architecture, c'est sa manière à lui de raconter des histoires. Un métier qu'il a choisi presque comme une évidence. J'ai toujours effectivement envisagé de faire ce métier pour différentes raisons, parce que je pense qu'on est toujours marqué par sa famille, et c'est vrai que dans ma famille, il y a plusieurs architectes. Mes parents s'intéressaient beaucoup à la décoration, donc j'ai baigné dans un environnement où il y avait par exemple tous les standards de l'architecture et du design des années 60 chez moi étant jeune. J'aimais aussi beaucoup dessiner. Et en même temps, jusqu'au bac, j'ai eu une approche plutôt scientifique. Et donc, c'était une profession, justement, qui pouvait réunir une certaine technicité, on va dire, et en même temps, un côté créatif. Et ces deux aspects me correspondaient bien. Dans son agence, en région parisienne, chaque jour, pour Jean-Philippe Nuel, c'est le même rituel. J'ai fait une cellule avec l'escalier à l'arrière pour mieux se rendre compte. Ok, super. Il passe en revue les différents projets en cours avec ses équipes. Ok. Si aujourd'hui son agence compte 25 personnes, Jean-Philippe reste attaché à la conception. Le point de départ, c'est toujours lui et son coup de crayon qui le donne. Je suis très impliqué dans la conception de chaque projet. En fait, c'est plutôt après, quand le projet se passe bien, je suis peut-être un tout petit peu moins présent parce que c'est une mécanique de mise au point du projet. Mais par contre, la première phase, qui est la phase de conception, je suis extrêmement présent et c'est aussi le plaisir de mon métier, donc je veux pas le perdre. Et il n'y a pas de quoi s'ennuyer. Appartements, maisons, restaurants ou même boutiques, les projets développés ici sont divers. Mais ce que Jean-Philippe préfère, ce sont les hôtels, principalement de luxe, des projets qui ont pour lui un attrait bien particulier. En fait, ce qui est intéressant dans un hôtel, c'est que c'est un gros projet et qu'on conçoit un univers qui est un peu global, qui se déploie de différentes façons dans l'hôtel, dans un restaurant, dans les chambres. Mais c'est une conception, c'est une histoire générale qu'on va impacter sur un lieu et c'est le plus intéressant. Et il ne s'en lasse pas. Parmi ses derniers travaux, et pas des moindres, on compte des projets patrimoniaux de réhabilitation, une expertise difficile à laquelle l'architecte tient beaucoup. La piscine Molitor à Paris, mais aussi l'Hôtel-Dieu de Marseille sont ainsi devenus des hôtels de luxe et s'attaquer à des monuments du patrimoine français, c'est toujours un défi.
Quand on les transforme en hôtel, au début, les gens se disent « Oh, ça va être un hôtel de luxe, on va être dépossédé de notre patrimoine ». Par exemple, à Marseille, sur l'hôtel Dieu, l'hôpital historique de la ville, il y a une très grande terrasse aujourd'hui qui a été créée et les Marseillais viennent même peut-être pour prendre un café, d'autres pour aller au restaurant. Et donc, tout d'un coup, ils se réapproprient ce lieu qui a été fermé pendant très longtemps. Vous avez une histoire ancienne, on la réinvente, mais on n'exclut pas, surtout, cette relation fondamentale qui existait entre ce bâtiment et les gens autour de ce bâtiment. Des projets variés qui permettent à Jean-Philippe de se renouveler sans cesse, sans perdre sa patte, afin d'écrire des histoires avec élégance et justesse. Souvent, un écrivain dit « j'écris toujours un nouveau roman, mais c'est toujours le même qui est derrière ». Donc je crois tout à fait à cette définition-là, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se renier d'un projet à l'autre, mais j'aime bien être porté par le lieu et j'ai envie de raconter quelque chose de différent, d'écouter aussi un client différent. Maintenant, je pense qu'à travers les projets, et les clients me le disent, il y a quand même de façon tout à fait involontaire, il y a un style, une approche. J'aime bien que les choses soient à leur place. Tout à l'heure, je faisais un rapprochement avec la littérature. Quand un texte est bien écrit, on a l'impression que chaque mot est à sa place. Et en fait, c'est aussi ce qu'on essaye de faire et ce que j'essaye de faire sur chacun des projets. Et ça fonctionne. À travers ses réalisations emblématiques, il nous raconte des histoires qui émerveillent. Et pour cet architecte passionné, la quête du projet parfait ne s'arrête jamais. Quand on me pose les questions de savoir quel a été le projet le plus ambitieux, quel serait ce que vous souhaitez, moi je fais souvent le parallèle avec des surfeurs, on attend la vague. Et la vague, c'est le projet parfait, c'est-à-dire un super lieu, un client avec qui on est en phase et on aura l'impression de pouvoir complètement s'exprimer. Donc voilà, quelques projets phares, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir toujours le regard vers la ligne d'horizon, on va dire. Bonjour Jean-Philippe Noël, merci d'avoir accepté l'invitation de Version Française. Bonjour. Alors si aujourd'hui à peu près 80% de votre activité tourne autour des grands hôtels de luxe, vous figurez beaucoup plus comme architecte d'intérieur qu'architecte. Pour vous, il est quand même important de savoir tout faire, architecte, designer, architecte d'intérieur, de maîtriser l'ensemble. Ça fait partie de mon propre plaisir à maîtriser le projet, parce qu'en fait, on travaille sur toutes les échelles du projet. Et en fait, quand on a un message à faire passer, de pouvoir jouer en fait, sur toutes ces cordes, tous ces registres, on a l'impression qu'on va être plus clair finalement dans ce qu'on a envie de dire. Et puis en plus, on n'a pas l'impression d'être cantonné dans un registre trop serré. Donc c'est vrai que c'est un vrai plaisir de se promener sur l'intégralité des trois champs, architecture, architecte d'intérieur et design. Dans la réalité du projet, c'est assez difficile de maîtriser absolument tout. Donc c'est vrai qu'on travaille souvent en collaboration avec un architecte sur la réalisation du projet. Et de plus en plus, d'ailleurs, j'essaye de travailler en étroite collaboration avec l'architecte dès le départ. Et quand vous rénovez, donc quand vous transformez des bâtiments publics comme la piscine Molitor, le palais de justice à Nantes, est-ce que c'est toujours facile de garder cette partie d'histoire, de tradition et d'apporter de la modernité, de garder l'équilibre entre les deux ? C'est pas toujours facile. Pourquoi ? Parce que tout le monde n'a pas la même vision du patrimoine. En France, on a une vision un tout petit peu conservatrice, on va dire, du patrimoine. Enfin, pour moi, où le patrimoine est souvent un peu figé. Donc c'est une contrainte pour vous ? C'est une contrainte, mais quand on aborde un projet comme ça, j'essaye de jamais le voir comme une contrainte. J'essaye de le voir comme une opportunité. Et si on part de ce principe-là, c'est réellement une opportunité. Parce qu'en fait, dans tous ces projets, on s'aperçoit qu'on crée des lieux plus atypiques, avec plus de richesse architecturale que dans un lieu qui est créé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on obéit à tellement de normes, de règles, d'objectifs financiers, qu'on a rarement des grands volumes, des choses nouvelles, différentes. Quand vous êtes à Molitor, vous avez des couloirs où les chambres sont que d'un côté, et de l'autre côté, vous voyez toutes les serres d'Auteuil, vous voyez tout Paris. Aucun hôtel qui se construit aujourd'hui propose ce schéma-là. À Nantes, par exemple, la salle des pas perdus du tribunal qui devient le lobby de l'hôtel. Ça, plus personne ne veut faire ça, parce qu'aujourd'hui, il faut être développement durable, donc il faut chauffer avec le minimum d'énergie, et ainsi de suite. Donc, d'ailleurs, je ne remets pas en cause ça, mais le problème, c'est que le cumul de toutes ces normes fait qu'on arrive à des choses qui sont un peu plus aseptisées. Et le paradoxe, c'est que finalement, ces bâtiments historiques, ces bâtiments existants,
offre finalement plus souvent de liberté architecturale et d'émotion architecturale que dans quelque chose de neuf. Et est-ce que c'est vrai que quand vous avez terminé un chantier, notamment des hôtels, vous dormez toujours 1 ou 2 nuits dedans et puis à la fin, vous avez parfois du mal à le rendre, ce chantier? Je dors presque toujours dans les hôtels que je fais. C'est pas très confortable parce qu'à ce moment-là, on a une vision assez critique de notre travail. On voit des tas de détails qui ne vont pas tout à fait. Après, je pense que c'est commun à tous les architectes, c'est-à-dire qu'un projet, c'est un bébé. On l'a fait naître, on l'a vu grandir, et d'un seul coup, on le confie à quelqu'un d'autre. Et finalement, le plus douloureux, c'est de revenir quelques années plus tard. Peut-être que le personnel a changé et finalement, on n'est même pas reconnu. On est traité bonjour monsieur comme quelqu'un tout à fait, un visiteur tout à fait normal. Et ça fait une petite pointe, on va dire, mais bon, ça fait partie aussi de ce travail. C'est la règle du jeu. Alors, est-ce qu'il y a des couleurs, des matières qui reviennent souvent dans vos créations? Je suis assez... Je fais attention à la couleur parce que je trouve qu'elle est souvent trop liée au mode. Donc j'aime que la couleur soit plutôt une ponctuation qu'un fond de projet. Parce que quoi qu'on en dise, c'est vrai qu'on est marqué, on est trop marqué par la mode en matière de coloration. Et justement, vous essayez d'être plus intemporel J'essaye d'être plus intemporel, mais je pense que c'est aussi par goût personnel. Après, les matériaux, j'aime les matériaux qui ne sont pas pervertis. Si on met du métal, pourquoi pas? Si on met du bois, ça doit ressembler à du bois. Donc de retrouver un peu la quintessence du matériau, ça lui donne une noblesse. Et on peut faire avec tous les matériaux, on peut faire quelque chose de luxueux, entre guillemets, sans être ostentatoire. C'est vrai que j'aime pas trop les choses trop ostentatoires. Merci beaucoup, Jean-Philippe Maël. Merci. Oui, on peut dîner à Lille sans manger des moules frites, enfin pas seulement. Tenez-vous prêt à découvrir les adresses inédites, mais aussi les spots underground de la capitale des Flandres. Lille est une commune du nord de la France. Surnommée la capitale des Flandres, elle occupe le 4e rang des villes de l'Hexagone par sa population. Mais ce n'est pas tout. Amandine Laxevenier est styliste, elle vit et travaille à Lille. Aujourd'hui, elle sera notre guide à travers la ville et poussera pour nous les portes de ses endroits préférés. Il y a 3 ans, j'ai cofondé la marque House of Weiss avec Aurélien Durand. House of Weiss, c'est une marque de prêt-à-porter d'accessoires basés sur le cuir, qui est notre matière de prédilection. Aurélien et moi, quand on crée, on va d'abord un peu travailler la matière en la mélangeant avec d'autres matières ou d'autres produits, par exemple. Parfois, il y a un accident et en général, c'est ce qu'on va trouver d'intéressant parce qu'il n'était pas prévu à la base. On fait des défilés à peu près 2 voire 3 fois par an en Italie et puis à Lille où on a un super festival de créateurs en septembre-octobre qui s'appelle les 48 heures maison de mode où on a un DA génial, une super équipe qui nous permet de faire un défilé super pro. Lille me plaît beaucoup. Déjà, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est un vrai carrefour de l'Europe. La culture a une vraie place. Je pense que c'est vraiment une marque de fabrique de la ville. C'est un lieu incontournable, Lille. Bon, c'est l'heure de déjeuner, alors je vous emmène dans mon resto-taille préféré, qui s'appelle Madame Yum Yum. Direction maintenant le centre-ville de Lille, rue des Arts précisément, où ce restaurant taille a ouvert ses portes. En entrant, on est frappé par l'ambiance très contemporaine. Madame Yum Yum allie une déco épurée à une carte sophistiquée. Alors j'ai découvert leur cuisine lors d'un festival. J'avais goûté des nems qui étaient divins. Et depuis, ils ont ouvert le restaurant. Alors je viens souvent et je prends pas que des nems parce que tout est très très bon. Oui, je vais prendre un curry jaune de crevettes avec des nouilles, s'il vous plaît. Ça va être délicieux. Au moque de saumon, pad-thaï végétarien, curry jaune de crevettes, il n'y a que des produits frais dans les plats colorés de Madame Yum Yum.
excellent. Maintenant, je vais vous montrer un endroit que j'adore dans le Vieux-Lille. Après le plaisir gustatif, place au plaisir des yeux. Et à Lille, ça se passe dans la rue des Chats Bossus, qui, comme son nom ne l'indique pas, est une rue commerçante. Alors ici, on est dans une boutique de bijoux que j'adore dans le Vieux-Lille. J'adore les couleurs de la boutique et l'odeur. Et puis un jour, je me suis dit que je pourrais me servir de ces bijoux pour accessoiriser mes collections. Et je pense que je vais le garder pour moi. Ça claque. C'est mon côté Sissi. À quelques pas du centre-ville coule le fleuve Lescaut. Et c'est là que se trouve le haut lieu de l'underground rock lillois. Là, on est en plein cœur de Lille, sur une péniche, qui est en fait une salle de concert. Ça s'appelle La Péniche. Alors ici, ce que j'aime bien, c'est le côté intimiste, bas de plafond, un peu confiné. Plus particulièrement, j'aime beaucoup la programmation aussi de La Péniche. Plutôt rock, alternatif, indépendant. En tout cas, c'est un bon compromis entre un bar et une salle de concert, en fait. Voilà, j'étais ravie de passer ce moment avec vous. J'espère vous avoir donné envie de visiter Lille. À bientôt. Techniques traditionnelles et innovations technologiques, collaboration artistique et audacieuse, prise de risque et goût du vêtement confortable et facile. La créatrice Christine Fung défriche de nouveaux territoires, exploration. Christine Fung, c'est elle. Une jeune créatrice de mode pressée qui a toujours plein de choses à faire et qui court partout. Mais on a quand même réussi à l'avoir un peu pour nous. Je m'appelle Christine Fung, je suis créatrice de mode, j'ai monté ma marque il y a 5 ans et j'en suis à ma 9e collection. Sa propre marque. Après avoir travaillé pour les plus grands, elle a fait ses armes chez Dior, Chloé, Lacoste ou Vanessa Bruno. Je m'étais donné en sortant de l'école, à l'âge de 24 ans, le défi d'essayer de lancer ma marque avant 10 ans, enfin avant 34 ans. Et à 32 ans, je me suis dit, bon, c'est maintenant, il faut y aller. Et elle y est allée. Attirée par le design de mode et nourrie par ses études d'art, Christine élabore rapidement un style à part, dont les mots-clés sont archicouture, digital et organique. Des vêtements effortless conçus pour accompagner une femme dans les multiples étapes de sa journée. Un style qui mêle techniques traditionnelles de haute couture, code du sportswear et modernité des couleurs et des volumes. Et une approche presque technologique du textile qui l'amène à expérimenter la dentelle, injectée de silicone ou le travail de la plume. Car pour Christine, la matière est au cœur de la création. Le travail sur la matière est pour moi fondamental parce que c'est un travail organique, proche de la peau et ça va être l'émanation de la profondeur. À l'origine de chaque nouvelle collection, une histoire. Quand je travaille sur une collection, une nouvelle collection, à chaque fois je construis un mood board. Donc un mood board, c'est un tableau de recherche iconographique et je raconte une histoire qui va être souvent l'histoire d'une femme à qui il arrive quelque chose, donc dans la nature ou une forme d'accident ou une forme de voyage sensoriel. Et j'ai notamment pu explorer l'histoire d'une femme qui fait du vélo sur un volcan. Et donc c'était une manière d'essayer d'hybrider les poids du cyclisme et le orange de la lave et de travailler sur ces textures voilà, très, très volcaniques. Ça a pu être aussi l'histoire d'une femme tombée au fond d'une mine de diamants rouges. Et pour chaque nouvelle collection, une couleur clé. Pour les 2 dernières, elle s'est associée avec 2 artistes contemporains et a choisi de les présenter dans une galerie. Aujourd'hui, c'est le vernissage et la foule est au rendez-vous. Un travail représentatif d'une transversalité des arts chère à la créatrice. L'interdisciplinarité est quelque chose de très important dans mon travail. C'est pour ça que dans cette exposition, vous avez pu voir une installation d'architecte, une structure miroir et aussi une installation d'un musicien artiste qui s'appelle Charles Carmignac, qui a fait un néon qui se lit dans les 2 sens. Je m'intéresse beaucoup à l'art contemporain de manière naturelle et je trouve que le format de la galerie est un format plus contemplatif qui impose une lenteur et une réflexion plus intéressante. Pour sa toute dernière collection présentée en avant-première, elle s'est inspirée de peintures de Mathieu Mercier, communément appelées les diamants, pour lesquels elle a joué avec les couleurs, les échelles et les angles. L'opportunité pour cet artiste plasticien qui connaît bien Christine Fung de donner une nouvelle vie à ses œuvres.
Ce que j'aimerais beaucoup finalement, c'est un jour croiser quelqu'un dans la rue qui porte un foulard ou une robe de Christine Fung, qui reprend un de mes motifs, et là, ça me ferait simplement sourire et plaisir. Je pense que dans l'intérêt ou le fantasme que peuvent avoir les artistes dans une production qui dépasse celle du circuit de l'art, c'est justement l'anonymat de ceux qui les portent ou qui les consomment. Et Christine Fung, c'est ça, une approche très artistique de la mode qu'elle interroge et qu'elle réfléchit au travers des arts et des défis techniques. Allez, c'est bon Christine, on te laisse retourner à tes innombrables activités. Tu peux y aller. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!